L'actualité de Vladimir Poutine, c'est son nouveau mandat. Il est reparti pour 6 ans. Ça fait pas mal de temps qu'il est installé, qu'il est à la tête de la Russie. Est-ce que vous avez vu les images, François Hollande, de son investiture? Oui, je les ai regardées. Il avait voulu donner une dimension impériale. Qu'est-ce que ça raconte de son rapport au pouvoir? D'abord, il a parfaitement compris, depuis longtemps, que les Russes voulaient une autorité. Qu'ils avaient été humiliés par la période de Gorbatchev de l'effondrement, qu'ils avaient été heurtés par Helsinki et ses dérives, et qu'il y avait un sentiment de désordre. Donc il a parfaitement répondu à cette demande d'ordre. Ensuite, il a voulu donner une dimension nationale, pour ne pas dire nationaliste, c'est-à-dire faire que la Russie non seulement ait un système qui soit tout à fait régulé à l'intérieur, mais qui soit influent à l'extérieur. Et il a utilisé chaque faiblesse de l'Occident, chaque erreur de l'Europe, chaque comportement du président américain, afin de mettre la Russie en situation de gagner et d'avancer. Donc il est dans cette stratégie de la reconquête, reconquête de la fierté, reconquête territoriale, reconquête de l'influence. Et même sur l'affaire de l'espion britannique, où on aurait pu penser... Oui, on aurait pu penser que le peuple russe rejette ce type de pratique, mais il a parfaitement joué sur l'ambiguïté. Si c'est vrai, ça prouve que la Russie est capable de mener ce type d'action, et si ce n'est pas vrai, la Russie est victime. Donc dans les deux cas, il joue sur la fibre patriotique, mais c'est là que c'est dangereux. Vous le décrivez un peu comme une boule de nerfs, hein, c'est ça, un homme tout en muscles, nerveux. Oui, c'est un homme qui n'est pas impressionnant. Il est Rabelais, il est petit, mais il joue toujours du rapport physique. Et par exemple, dans cette nuit de Minsk que je raconte dans le livre, Poroshenko, le président ukrainien, est un homme qui doit faire presque 1m90, qui a une corpulence certaine. Face à Poutine, Poutine le jouait physiquement. Parce qu'il se met comme s'il était l'armée russe. Il est aussi capable de séduction. C'est un homme qui va utiliser presque dans le même moment une douceur, presque une courtoisie. Il veut toujours montrer qu'il a la force, mais qu'il a toujours l'ouverture pour une négociation. C'est ça, son habileté et sa visée. J'avance jusqu'au moment où je ne le peux plus, et à ce moment-là, je négocie. Tout en ayant une capacité à la soviétique de nier l'évidence. Par exemple, quand nous négocions sur l'Ukraine, il prétendait qu'il ne connaissait pas les chefs des milices pro-russes en Ukraine. On lui dit, on sait, on a des informations. Tu prétends que tu ne connais pas les milices, mais on vient de te voir leur téléphoner. Tu nous dis qu'il n'y a pas de militaires russes, mais nous on a des vues satellites. Tu nous dis qu'en Crimée, tu étais victime de provocation. On sait comment ça s'est passé. Mais il faut être capable aussi de poser une force, un rapport de force. C'est ce que moi j'ai regretté de côté des États-Unis et peut-être aussi de l'Europe, soyons clairs. Il n'y a pas eu à chaque fois les positions de force qui devaient être, notamment en Syrie, démontré. C'est parce qu'il a senti qu'il y avait de ce côté-là, non pas une hésitation, mais une position, et notamment celle de Barack Obama de ne pas intervenir, qu'il a envoyé pour la première fois. Depuis l'échec de l'Afghanistan, il a envoyé des soldats russes absolument, en la région. Vous, François Hollande, président de la République, en exercice, vous vous méfiez de cet homme, vous vous dites quoi, non, mais en fait? Il faut... non pas simplement avoir des rapports personnels, ça compte, la diplomatie, de la séduction, de l'intelligence, mais enfin, ce n'est pas ce qui va faire la décision. Poutine, il est très attaché au symbole. Il voulait venir en France pour inaugurer une cathédrale, une basilique à Paris. Et il voulait venir à notre invitation, et comme j'avais su qu'il y avait des bombardements qui se faisaient et des exactions qui étaient commises en Syrie, j'ai dit, il ne viendra pas. Et il n'est pas venu. C'était très important de montrer qu'à un moment, on ne lui accordait pas une impunité. Et qu'il y avait des gestes symboliques, parce que ça lui coûte. Ça lui coûte parce qu'il veut être reconnu par la communauté internationale. Est-ce qu'il l'entend quand vous, François Hollande, chef d'État, président de la République française, vous lui dites
tu vas trop loin, tu ne devrais pas recevoir Bachar el-Assad. Oui, il entend tout, bien sûr, mais il n'y a pas d'illusion à avoir. Il ne lâchera jamais Bachar, jamais. Sauf si une autre solution qui permettrait de ménager les intérêts de la Russie en Syrie lui sera proposée. En revanche, ce qui est inadmissible, c'est que non seulement il soutienne Bachar, mais il nie les utilisations par Bachar de l'arme chimique. Il est à un moment capable de nier avec beaucoup d'assurance la réalité. Donc il faut dire les choses. Il ne faut avoir aucune illusion sur Poutine. Ses alliés en Europe, ce sont les extrémistes. Extrémistes de droite notamment. Les populistes, parfois de gauche, ça peut arriver. Mais extrémistes de droite, toujours. Il a conçu un système aussi d'alliance avec tous les extrémistes pour déstabiliser les démocraties. Car il y a une grande différence entre Poutine et tout dirigeant d'un grand pays. C'est que lui sait qu'il est immuable dans sa fonction. Et que nous sommes de passage. Quand je lui ai parlé, je le dis dans le livre, de ce que je voyais. On était en 2013, hein, et il n'était pas encore intervenu en Syrie comme il l'a fait plus tard. De ce que faisait le régime de Bachar el-Assad, il était capable de dire, mais vous vous souvenez de la guerre d'Algérie? Ouais. Ce qui était un raccourci et même une comparaison qui n'avait aucun sens. Et qui laissait penser que, voilà, nous étions dans une guerre. Et lui, il représentait les intérêts chrétiens. Parce que c'est ça aussi, Poutine. La non-intervention en Syrie en 2013, août 2013, restera, à mon avis, un point de rupture. Il a su à ce moment-là que nous n'irions pas jusqu'au bout. Ouais, ça c'est la bascule. Que Barack Obama n'irait pas jusqu'au bout. Il a réussi, de son point de vue? Non, il pense avoir réussi. Mais en fait, il a perdu une occasion formidable de mettre la Russie dans l'économie mondiale, de lui donner une capacité de développement. Et puis il a échoué, mais ce n'était pas son intention de réussir, sur la démocratie. Puisqu'il a fait arrêter 1500 personnes le jour de son investiture. Donc là aussi, le silence de l'Occident, le silence des Européens, ben pour lui, c'est une victoire. En creux, vous faites un portrait, moi je trouve plutôt chaleureux de cet homme par rapport à Obama. Vous décrivez d'une intelligence supérieure, capable de raisonnement intellectuel, extrêmement charpenté. Mais on se dit qu'à la fin, vous préférez passer un moment avec Poutine plutôt qu'avec Obama. Non, Obama, il y a plein de liens qui nous unissent. Il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire plutôt un échange intéressant, intelligent, courtois, élégant avec Poutine, où on est dans une forme de dramaturgie tragicomique. J'avais eu deux dîners, un dîner avec Obama dans un restaurant, un dîner avec Poutine à l'Élysée, et lui arrive au dîner avec une gourmandise que n'a pas Obama, jusqu'à amener dans un sac isotherme une vodka. On ne voyait pas Obama arriver avec une bouteille de whisky. Votre successeur, jeune successeur, le président Macron, se rend à Moscou. Il va rencontrer Vladimir Poutine sur son terrain. Est-ce que vous avez quelques conseils à lui prodiguer? Ce que je veux dire à tous, c'est que moi, je n'ai cessé de dialoguer avec Poutine. Bien sûr qu'il faut parler, mais il ne faut jamais être dupe. Il faut savoir, non pas ce qu'est une personnalité seulement, ce qu'est sa vision, sa stratégie.